Je m'appelle El Hadji Ibrahima Diop, je suis professeur à l'UCAD, plus précisément à la FASTEF, où j'ai eu à occuper la fonction de doyen de 2009 à 2015. Je suis germaniste de profession et ma spécialité c'est l'histoire des idées et la philosophie de l'éducation et de la religion, ce qui est déjà un aspect qui m'a poussé à écrire ce livre qui s'appelle Foi réfléchie en islam et qui essaie de restituer des textes écrits entre le 15e et le 20e siècle sur des questions d'intérêt général, de théologie, mais la substance philosophique de ces textes théologiques est indiscutable et de haute densité intellectuelle. Donc il s'agit pour moi et par rapport au contexte que nous vivons des éléments de réflexion pertinentes sur la gouvernance politique, sur la convivialité religieuse entre musulmans mais de tariqa différentes. Ensuite, la relation entre musulmans et non-musulmans en terre islamique, la définition, la conception et la polémique autour de la notion de djihad, le prolongement de conflits politiques sur la notion de djihad, et enfin la relation de l'autonomie culturelle et politique entre colonisateurs et colonisés. Ces auteurs ont été d'éminents hommes politiques. On peut citer Askia Mohamed, qui s'est adressé déjà au XVe siècle à un savant musulman maghrébin, plus précisément de Tlemcen en Algérie, qui lui avait posé une série de 7 questions très pertinentes sur l'art de gouverner en islam. Jusqu'au dernier texte, évidemment, que j'ai cité, qui est une lettre ouverte de El Hadji Ibrahima Niass, Monseigneur Lefebvre, intitulé L'Afrique aux Africains, et qui est à ma connaissance le premier texte religieux écrit par un religieux, mais pas dans un sens strictement théologique, parce qu'il ouvre ce texte très polémique du reste, beaucoup de questions importantes sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Entre-temps, évidemment, il y a une série de textes fondateurs de la pensée islamique au sud du Sahara qui s'occupent des questions du miroir au prince, qui est une manière d'éduquer les princes. Et certains de ces textes, je dois le signaler, ont été conçus et propagés bien avant le fameux texte de Machiavel que nous connaissons tous dans nos programmes scolaires. C'est pour dire que nous avons là le début d'une pensée profonde en islam sur les questions de modernité. Je pense pouvoir avoir développé une notion qui me semble importante, un certain esprit des Lumières comme fondateur d'une pensée moderne qui enferme en elle-même des jalons essentiels d'une rationalité philosophique, politique, éthique, fondée sur des textes que j'ai reconstitués, et je dois dire d'ailleurs que tous ces textes sont traduits en langue européenne, en français, en allemand, en anglais, mais aussi en langue africaine, le pulaar, le wolof et évidemment toute cette diversité de langues que nous connaissons dans notre sous-région. Je voudrais terminer ou insister sur un aspect qui me semble être un grand capital, un patrimoine très fort, très important. C'est des épîtres, c'est des pamphlets,
c'est des fatwas, c'est des traités de philosophie morale et politique, c'est des controverses. Il me semble important ici de souligner que le moment d'intellection fut un moment très fort. Ce sont des polémiques et une philosophie, une culture de la polémique qui s'est installée dès le début, et l'islam qui est ici d'inspiration soufie est un islam d'intellection, de querelle et de controverse. Je pense que pour le temps moderne que nous vivons, il est important de le souligner pour son double aspect. Le premier aspect, c'est que notre sous-région, aujourd'hui, sur le plan de la géopolitique, est connue pour son instabilité politique et des tentatives de réislamisation d'une culture religieuse qui n'est pas la culture religieuse de cette partie de l'Afrique, qui avait commencé depuis le Xe siècle à s'islamiser en tenant compte de l'empreinte locale des cultures qui l'ont précédé ici, à savoir la culture pré-islamique, qu'il a adoptée et adaptée dans sa vocation et son essence humaine, mais dans un sens de réforme, pas un sens radical. Je pense que c'est une culture religieuse d'équilibre, de consensus. Et ce moment-là, c'est un moment important de 4 siècles de vie précoloniale, coloniale et postcoloniale. C'est des moments de heurts, de conciliation et de négociation entre Africains, Sahéliens de confessions différentes. Si vous regardez un peu la composition ethnique, politique et linguistique de cette zone, c'est la partie de l'Afrique la plus hétéroclite. Comment créer des États? Il y en a eu de très puissants, mais aussi c'est des moments de heurts et de conflits avec les populations arabo-berbères qui étaient au nord, en particulier sur les questions d'esclavage. Et je voudrais à ce propos citer un texte très important d'Ahmed Baba, dont la contribution ici avoir été parmi les penseurs qui se sont occupés de cette question, à avoir voulu déracialiser l'esclavage, c'est-à-dire que cette tradition biblique, la noirceur de la peau comme une sanction, c'est ça le sens essentiel et humaniste de son texte. Je voudrais aussi souligner d'illustres penseurs et savants, théologiens de cette époque que nous connaissons tous, qui ont créé ici les grands foyers religieux soufis, Cheikh Ahmadou Bamba et Hadji Malick Sy, l'ordre soufi des Layènes, la famille évidemment Khadria, et surtout par rapport à cela un texte fondamental de Cheikh Moussa Camara sur la condamnation de la guerre religieuse avec un motif politique, et ce texte inspiré évidemment par une tradition khadri très vaste qui s'est étalée sur la Mauritanie, jusqu'à une ébauche d'une christologie musulmane par Amadou Hampâté-Bâ. Je pense qu'il y a ici un patrimoine culturel, politique, intellectuel très fort, traduit en langue européenne et africaine. Et je pense que l'argument de la langue aujourd'hui, dans notre monde qui se transforme de plus en plus, n'est plus un obstacle. Et je vois surtout un élément essentiel, la compatibilité de cette tradition intellectuelle avec l'éthique républicaine. Vivre ensemble. Et comment vivre ensemble avec des gens, des personnes de croyances différentes.